Salut l'équipe, bienvenue à la maison pour un nouvel épisode d'LNB DAZN Club pour revenir sur toute l'actualité de la Betclic Elite. Avec moi, comme chaque mois, de Thomas, Dufan, la Rookies. Comment ça va les gars? Ça va super, écoute, ravi comme toujours d'être avec vous. Le temps est beau et puis le basket sur les parquets français me régale aussi. Donc c'est une régalade qu'on s'apprête à vivre ensemble. Ouais, écoute, moi ça va très bien aussi. Toujours très content d'être là pour faire cette petite émission là sur le basket français qui nous régale. Et puis on se rapproche de la fin de la saison régulière, la course au play-in, la course à l'avantage du terrain, la course au maintien aussi. Il y a eu des matchs importants. On va essayer de passer tout en revue. Soyez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Le sommaire, on va se plonger dans une question que l'on adore se poser. Qui sera le MVP cette saison? On a sorti un petit trio. Il y aura d'autres mentions aussi, mais comme d'habitude, c'est des débats qui font énormément parler. Tom Servino nous présentera ou nous représentera surtout Nolan Traoré dans Prospectus. La palette du mois de Thomas sera dédiée à Joël Ayayi qui sort d'un mois de mars énorme. Et puis comme d'habitude, le top 10, nos coups de cœur, les classements, les stats individuelles. Enfin voilà, tout ça, je vous l'ai dit, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Qui sera MVP, messieurs? C'est parti. Peu importe le championnat, c'est une question qu'on adore se poser chaque fois qu'on arrive à peu près vers la fin d'une saison régulière. Et la Betclic Elite ne déroge pas à la règle. Mais si on a sorti un trio à peu près, un trio pour nous qui sera les grands favoris pour être MVP. On a pris évidemment le tenant du titre, TJ Short, Théo Malédon de l'Asvel qui fait une magnifique saison. Et forcément, Mike James, meilleur scoreur et le meilleur joueur de l'équipe de Monaco qui est troisième. D'ailleurs, c'est les trois équipes qui sont en tête du championnat de France. Thomas, avant qu'on aille dans le détail de chacun des joueurs, rappelle-nous un petit peu les modes de vote pour élire le MVP. Tout à fait. Donc, c'était un panel à la fois de 50 journalistes et aussi des joueurs. Les joueurs ont la possibilité de donner leur avis. Ça donne donc à la fin un heureux élu. Il y a 3 joueurs qui sont cités donc pour chaque journaliste et chaque joueur. Et en fonction du classement, ça donne un classement final. Un petit peu comme en NBA. J'ajoute à ça que pour être éligible, il faut avoir joué 50% plus un match des matchs de saison régulière. Donc la question peut se poser pour Mike James qui n'a joué que 13 matchs. On en parlera dans quelques instants. Ça devrait quand même bien se passer puisqu'il lui reste 6 matchs sur les 30 journées de saison régulière. Mike James, on va y revenir. On va commencer quand même, Thomas, par le tenant du titre, TJ Short, qui réalise encore une fois une saison monstrueuse. On va le voir en statistiques All-Star. 3 fois nommé pour le trophée de joueur du mois. Il n'a toujours pas été. Mais il est MVP évidemment en 2024 et puis il a des stats monstrueuses, j'ai même envie de dire des stats meilleures que la saison dernière et on voit évidemment, parce que c'est important, on en parle aussi dans d'autres ligues, le bilan du Paris Basketball qui est très bon. On voit ses stats par rapport à la saison dernière et on peut même rajouter qu'il joue moins que la saison dernière TJ Short. Ouais, tu l'as dit, il fait encore une meilleure saison, en tout cas statistiquement, que la saison dernière. Il a tout amélioré, même son pourcentage de shoot à 3 points, qui était un peu sa faiblesse. Aujourd'hui, il a 40%, ce qui est même bien. Donc, à ce niveau-là, voilà, il est exceptionnel par son leadership. C'est un meneur d'hommes et surtout sa régularité. Je trouve qu'il déçoit jamais. C'est vrai que je me posais la question avant l'émission. Je me suis jamais dit, ah ouais, ce soir, il est passé au travers quand même, TJ Short. Non, jamais. Il est descendu une fois sous la barre des 10 dévals cette saison. C'était contre Dijon. C'était un match plutôt facile en début de saison. Donc, le temps de jeu avait été géré. Voilà, c'est un mec, tous les soirs, qui répond présent. Et bien sûr, c'est le MVP en titre. Et aujourd'hui, c'est peut-être même un des meilleurs meneurs d'Europe, tout simplement. On peut se poser la question. Ouais, je te rejoins complètement. Il fait partie de ces joueurs appréciés de tout le monde. Tous ceux qui ont eu la chance de voir TJ Short en vrai ou sur DAZN cette saison ou l'année dernière, que ce soit aussi en Europe, on a tous la sensation que c'est un joueur spécial. Sa taille, sa vivacité, son dribble, son leadership, sa clutch attitude aussi, parce que dans des moments très importants, il arrive toujours à trouver des angles pour faire des petites pénétrations ou trouver des coéquipiers démarqués. Ce qui me bluffait l'année dernière, c'était qu'on était dans la découverte totale. Et souvent, tu sais, on dit il faut confirmer le scouting des autres équipes, eh bien arrive à trouver des solutions. On se souvient de certains matchs contre Monaco où il semblait sous-dimensionné. Bon, les matchs contre Monaco, il a été excellent. Donc, je le trouve très très fort. Je le trouve aussi très lié au club du Paris Basketball. Et ça, c'est des choses que j'apprécie énormément. Bien sûr, comme tout le monde, je pense qu'il est mon grand favori cette saison. Vous parliez tous les deux il ne passe jamais au travers, TJ Short, on va le voir avec ce tableau. Cette année, une nouvelle fois, face aux grosses écuries du championnat, regardez, il n'est jamais passé au travers. Mieux, il a toujours été bon, voire
très très bon TJ Short. C'est aussi ça, la marque des grands, c'est marquer les esprits dans les grands rendez-vous. Ouais, avec une masterclass, hein, le match face à l'Asvel, le 30 points, 12 passes et 42 déval en 26 minutes. C'est un match qui nous a tous marqués. On va s'en souvenir, je pense, très très longtemps, parce que dans la fin de match, il est juste exceptionnel d'efficacité. Il se cache pas, il est attendu et il arrive toujours à trouver une solution. C'est quand même un truc normalement qui t'amène au plus haut niveau du basket, la NBA. Bon, a priori, il ira jamais, mais on a beaucoup de chance. On sait jamais, peut-être que Thiago Massidalo va l'appeler, parce que... Pas le backup de Ja Morant l'année prochaine, espérons-le pour TJ Shorts. Mais ouais, franchement, honnêtement, c'est un joueur magnifique qui a une gamme aussi qui est très étonnante, parce que tu en as parlé de son évolution au tir à 3 points, donc il a 40%, tu disais que c'était bien. Non, c'est excellent, ouais, c'est excellent, surtout pour un gars qui avait ça comme faiblesse, mais son petit mid-range avec son jumper, là où il saute, c'est un cabri, le mec, il est magnifique là-dessus. Il a des points forts et il a très peu de points faibles. Ouais, c'est un bon joueur de basket, quoi. Ouais, c'est un casse-tête à défendre, parce qu'il est capable, son mid-range, il s'arrête tellement vite. En plus, les défenses le savent qu'il veut s'arrêter, mais il a cette capacité aussi à finir près du cercle avec en allant chercher des angles, du toucher, des finitions main gauche, main droite. Et en plus de ça, tu l'as dit, il est extrêmement clutch. Toutes les fins de possession, tous les ballons importants, c'est lui qui les prend. Soit il va finir pour lui-même, soit il va trouver un mec décalé, mais il prend toujours ses responsabilités. Et c'est très rare qu'il fasse le mauvais choix, je trouve. C'est très rare de se dire, ah non, qu'est-ce qu'il a fait, il fallait pas jouer là. Même si c'est raté, c'était ce qu'il fallait faire. Même si c'est difficile, en tout cas, il en est capable. Et voilà, forcément, je l'ai toujours dit, c'est l'arme ultime, le shoot mid-range. Et il a un contrôle, il a un toucher près du cercle qui est presque du jamais vu. Quelques petites stats là, qui vont nous régaler. Cette saison, 6 matchs à 20 points ou plus. Il a joué 19 matchs. Hein. Tu parlais de régularité. 12 de ces 19 matchs sont à 15 points ou plus. Ça, c'est quand même... Pour un mec qui n'est pas forcément le meilleur joueur, avec moins de 25 minutes de temps de jeu. Il a 7 matchs à 10 passes ou plus aussi, et encore une fois, dans la régularité, 14 de ces 19 matchs sont à 7 passes ou plus. Mais pour moi, la meilleure stat pour sa candidature, c'est son plus-minus. On en parle beaucoup en NBA, on en parle beaucoup moins en Europe. Bon, lui, c'est de loin le meilleur joueur dans cette catégorie-là. Il est, lorsqu'il est sur le terrain pour son équipe, à plus 12,8. Alors, le deuxième et le troisième, c'est aussi des joueurs du Paris Basketball, et le quatrième, c'est Mathieu Strazel. Mais lorsque, donc, TJ Shorts est sur le terrain pour le Paris Basketball, son équipe mène de presque 13 points par match. C'est les stats-là, Jokic, en fait, en NBA. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est des comparaisons, ça, sur le plus-minus, à la Nikola Jokic, dont on parle beaucoup en ce moment, qui lui aussi est dans une course au MVP overseas. C'est pas exactement ça, le truc de valuable? MVP, c'est valuable. C'est toujours la question, qu'est-ce qu'on attend d'un MVP? Bah lui, il réunit tout. Hein. Il est deuxième scoreur, meilleur passeur, évaluable. On l'a pas dit, meilleur éval aussi. Hein. Oui. Meilleur éval du championnat 21. Donc, je vais aller un petit peu plus loin que le simple débat de MVP, parce que TJ Shorts, c'est passionnant depuis qu'on l'a découvert en France, même pour les acharnés qu'il connaissait depuis Beaune, avec déjà Thiago Massidalo. Il a que 27 ans, TJ Shorts, et on a l'impression que depuis qu'on le découvre dans le championnat de France et aussi en Coupe d'Europe, l'Eurocup, l'Euroleague cette saison, c'est quelqu'un finalement qui progresse encore. Il est même pas, j'ai l'impression que c'est pas encore un meneur fini, alors qu'il a déjà toutes les qualités et qu'il a tenu tête à tous les meilleurs meneurs d'Europe. Je pense qu'on est tous plutôt d'accord sur les attentes qu'on avait de lui sur cette année d'Euroleague, en se disant, bon, il est petit, est-ce qu'il pourra défendre face aux super défenseurs qu'on voit au meilleur niveau européen? Est-ce qu'il sera capable de continuer à faire des différences? Il n'a jamais eu de phase d'adaptation. Il a été très fort direct. Il a été élu meilleur joueur du mois en Euroleague, comme Théo Malédon aussi. En fait, je me dis, mais à tous les niveaux, il va continuer à avoir ce style et à avoir cette efficacité-là. Tant que je l'ai pas vu taper un petit peu dans le mur, bah, j'ai envie de te dire qu'il continue à progresser. Moi, je rêve qu'il reste 5 ans dans notre championnat, qu'il reste à Paris parce que l'histoire est belle. Maintenant, l'histoire d'une carrière aussi, c'est d'être challengé dans des nouveaux environnements. Et donc, TJ Shorts, maintenant, j'ai envie de le voir dans un club où il y aura plus d'attentes, où ce sera, entre guillemets, plus difficile à l'entraînement aussi. Mais c'est vrai qu'on avait beaucoup d'interrogations sur son début de saison, surtout en Euroleague. On se demandait comment il allait faire sans shoot à 3 points, entre guillemets. Bon, on s'était dit, les défenses vont l'attendre à l'intérieur. Et puis finalement, il a développé ce tir. Il est capable de mettre quand il a le temps. Alors, c'est pas sa priorité quand il joue. Et ce qu'on oublie de dire aussi, c'est qu'en défense, c'est une peste. C'est un super défenseur sur l'homme. Il est... c'est un mec qui joue la gagne à fond, il lâche rien sur tous les matchs, même quand il y a plus 20, il défend toujours tout terrain à fond. Et ça aussi, c'est un exemple pour son équipe. C'est le meilleur offensivement et c'est pas loin d'être un des meilleurs défensivement aussi. Tu parlais des nombreuses interrogations qu'on a pu avoir autour de TJ Shorts. Aujourd'hui, la seule interrogation qu'on a autour de TJ Shorts, c'est est-ce qu'il pourrait faire un doublé pour être double MVP du championnat de France? Et on est bien d'accord. On a commencé par lui parce que c'est le tenant du titre, mais parce que c'est aussi
le grand favori dans la course à 2024-2025. Ouais, pour moi, c'est mon favori. Toutes les stats vont dans son sens. Même les stats un peu avancées. Le bilan, évidemment. Bon, ils sont premiers ex aequo. Toujours cette impression d'un style différent, une équipe unique. Mais cette équipe est unique parce qu'elle a un joueur juste hors norme en TJ Shorts. On verra dans les années suivantes, le jour où il part, si Paris continue à avoir des résultats. Moi, j'en fais mon favori. Et puis, c'est une gueule, c'est un truc autour. Paris arrive à bien le mettre en avant parce qu'il a l'air... C'est un bon gars, en fait. Ils se sont bien trouvés. Ils se sont bien trouvés. Ils se sont bien trouvés, TJ Short et le Paris Basketball. Tout à fait. Le style TJ Shorts va très bien avec Paris. Il y en a d'autres à Paris, mais bon, on fera C'est sûr que quand on regarde la MVP, on essaie de trouver, ok, lui, bilan collectif, défense, attaque, pourcentage, tout. Lui, contre les grosses équipes aussi. Voilà, lui, il a tout qui est au-dessus des autres, donc c'est compliqué en tout cas de... Il remplit toutes les cases, vous l'avez compris, TJ Short. Mais il y a de la concurrence quand même, il y en a un autre qui remplit toutes les cases. En plus, il est français et il est de retour dans le championnat de France. Il avait été élu meilleur jeune joueur du championnat en 2019. Cette fois-ci, il est en course parce qu'il vient d'être élu en plus meilleur joueur du mois de mars. C'est Théo Malédon. Tom, on avait fait notre première émission sur lui cette saison en disant on est content de revoir Théo Malédon, c'est le bon choix. 5 mois plus tard, on se pose la question, il est en train de faire une saison de MVP ou pas? Il fait une saison de MVP, clairement. Après, il y a des années où tu as d'autres joueurs qui sont au-dessus, malheureusement. Et cette année, on en a parlé juste avant, il y a un mec qui est exceptionnel. Mais en tout cas, oui, il fait une saison de MVP. Après... Moi, c'est déjà une victoire pour lui de le voir comme ça réussir cette saison à Lasvel. On avait beaucoup d'interrogations sur son niveau, en tout cas, après son petit passage en NBA. Voilà, en tout cas, je pense qu'il a rassuré tout le monde. Même lui, je pense qu'il doit être content de sa saison. On pense qu'il va bien sûr partir sûrement à l'étranger la saison prochaine. Mais en tout cas, c'est une victoire pour Lasvel. Pour lui, personnellement, il a montré qu'il avait le niveau, en tout cas, des meilleurs meneurs européens. Et en tout cas, bravo à lui. Il fait une super saison. Malheureusement, je pense qu'il va être un petit peu court. Là, je te rejoins complètement. C'est que c'est une victoire pour lui de le retrouver épanoui, de le retrouver à jouer au basket avec de l'ambition, ce qui n'a pas forcément été le cas ces dernières années en NBA. Moi, j'ai été surpris quand même. Je reste... Je suis moins surpris maintenant avec la saison qui vient de se passer, mais j'ai été surpris de le voir très rapidement prendre les rênes de cette équipe où il y a beaucoup de joueurs expérimentés. Je pense à Geoffrey et à Ando Colo, avec un changement de coach l'année dernière avec des moments difficiles. Il a réussi à prendre le leadership, il a réussi à être très régulier à très très haut niveau. Je le disais tout à l'heure, être meilleur joueur du mois d'un mois en Euroleague pour un Français, c'est pas arrivé si souvent, donc on a de la chance de l'avoir et qu'il puisse continuer à performer. Tu vois, en début de saison, si on vous avait dit Théo Malédon va être parmi les grands favoris du MVP, on aurait dit alors là, je serais très curieux de voir quel serait le cheminement pour y arriver. Et aujourd'hui, je vois un gars qui est fort dans le scoring, qui est vraiment meneur de jeu, qui est très adroit. On a commenté un match avec Tom ce week-end où en termes d'adresse, il avait été exceptionnel. Mais je découvre aussi plus all-around que ce que je n'imaginais. Donc plus de 4 passes, plus de 4 rebonds. Lui aussi a été pas loin de faire un triple-double cette saison. Donc c'est quand même des choses qui marquent dans son évolution. Ça reste encore une fois un jeune joueur. Hein. Ce qui est intéressant avec Théo Malédon, c'est qu'il est arrivé avec, là aussi, des interrogations par rapport à son parcours NBA où on savait plus trop quel niveau il avait. Et lui, il est arrivé à Lasvel en se disant, par contre, je viens, c'est pour que ça soit mon équipe. Et c'est son équipe. La preuve, aujourd'hui, on en parle comme un potentiel MVP. Ce que j'aime bien, c'est ses stats. Des stats de patron, des stats de papa. 4, c'est sérieux. Hein. On peut aussi penser à ce qu'il fait et ce qu'il réalise en Euroleague. Et puis, il y a l'aspect visuel. Honnêtement, cette année, Théo nous a bluffé en faisant des trucs en disant « Ok, t'as rien à faire là ». Tu vois, cette espèce d'aspect-là de mec où je vais plus vite, je vais plus haut, je suis techniquement au-dessus, je fais des choses de très, très, très haut niveau. Et ça, couplé à ses stats, c'est plus que rassurant pour Théo Malédon de se dire oui, il est encore jeune, mais ah ouais, d'accord, en fait, ton avenir, il est brillant. Il nous a remontré des grandes choses. Ouais, et c'est aussi dans ces moments-là que tu relativises aussi des parcours de chacun. On a souvent dit aller trop tôt en NBA, est-ce qu'il faut y aller, ou etc., etc. On voit surtout que entre le joueur qu'il était il y a 5 ans quand il est parti et le joueur quand il revient, la progression elle est exponentielle. C'est un joueur de très très haut niveau, très mature dans son jeu, avec des certitudes et des forces qui sont difficiles à contrôler. Donc ouais, je te rejoins sur la victoire à la fois du club parce que l'Asvel réussit et négocie à chaque fois parfaitement le retour de nos tricolores de NBA. Puis ensuite tu les propulses pour aller vers le plus haut niveau européen. 5 victoires, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire, et puis la pression aussi qui est sur lui, parce que mine de rien, et si tu échoues à Lasvel en revenant, essayer de montrer à tout le monde que tu as le niveau finalement, qu'est-ce qui se passe derrière? Voilà, il y avait beaucoup d'attentes à son sujet, et c'est un mec qui a un physique plus aussi, hein, c'est un grand meneur athlétique, on l'a vu monter très haut sur des défenses, on l'a vu aussi dunker, et
en plus, je pense qu'il a une grosse marge de progression encore dans son jeu, donc c'est ça aussi qui est intéressant. On vous rappelle, Théo Malédon, on va le voir demain, mercredi, à Lasvel, chez lui à l'Astrobal, et l'interview sera disponible dimanche. Théo Malédon, donc, qui va nous offrir, une demi-heure, 45 minutes, Théo, si t'es bavard, et si on a des choses, parce qu'on a beaucoup de choses à te dire. Est-ce qu'il va dire où est-ce qu'il va signer l'année prochaine? Ah ben, je vais lui demander en tout cas. J'espère. En tout cas, la question sera posée j'espère. en bon vieux journaliste qui gratte. Bien sûr. Théo Malédon qui fait une très bonne saison. Lasvel, du coup, qui fait aussi une très bonne saison. 5 victoires de suite. On a l'impression que sur les derniers mois, les dernières semaines, Lasvel, autour de Théo Malédon et le reste, est en train aussi à rattraper son retard qu'ils avaient certainement début de saison par rapport à Monaco et Paris. Vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi tu dis qu'ils avaient du retard? Qu'est-ce qui t'inspire ça? On se souvient de la sur la victoire mise de en Lasvel en tout début, Ils ont toujours été à l'affût, qui était hein. bouffé d'air frais après une série de défaites terribles. Moi, je les trouve beaucoup plus en face que sur leur premier match qu'à Noël. Ok, bah moi je les trouve. Alors, en ce moment, c'est les résultats qui vont dans ce sens-là, mais tu te souviens des 11 victoires qui arrivent vite en Euroleague, ils ont toujours été dans les clous. Elle est très bien coachée, cette équipe, elle a énormément de force. On va pas commencer à dire, genre, oui, c'est une petite. Non, c'est un effectif pléthorique avec de hautes ambitions. Le but, c'est de retourner en finale et de gagner cette finale. Il y a beaucoup de force, il y a beaucoup d'expérience, mais on voit la différence entre ce qui s'est passé l'année dernière, où ça a été des hauts et des bas terribles, et cette année où ça joue bien au basket, où c'est une équipe sérieuse qui a des forces partout. Moi, elle est juste au niveau où elle est censée être, cette équipe, en fait. Elle est au niveau de Monaco, Paris, et enfin, tu vois, pour préciser, j'aurais été déçu qu'ils fassent une saison comme l'année dernière. Pour préciser, jusqu'à Noël, je voyais une équipe qui bossait bien, mais que je voyais en dessous Monaco et Paris. Pour moi, s'il y avait une série de playoffs à ce moment-là, je voyais Lasvel, troisième force. Là, aujourd'hui, pour moi, Lasvel peut battre Monaco sur une série, peut battre Paris sur une série, et l'inverse marche aussi. On verra pour Monaco, hein. Monaco sur une série, vous connaissez, hein. Terrible. C'est une équipe, quand on les voit jouer, on voit que c'est une équipe qui a des certitudes, qui connaît ses forces, qui connaît ses faiblesses. Ils ont rajouté Robertson en cours de saison, qui a apporté un énorme plus, surtout avec la blessure de Kaudi. Et voilà, aujourd'hui, c'est une équipe qui est plaisante à voir jouer. En plus, elle joue un basket bien léché, tout le monde participe. Voilà, c'est dommage la blessure de l'Auvergne qui va peser sur cette fin de saison, mais ils sont là. 3 à 4 semaines apparemment. Voilà, ils sont en tout cas à leur niveau. Ils ont toujours été un peu à l'affût. Parfois, c'est vrai, un petit peu derrière, mais là, ils sont remontés à égalité avec les autres. Un Paris League exceptionnel en ce moment, en plus. Hein. Un Paris League exceptionnel en ce moment, mais on va pas en parler dans la course au MVP. Trop tard. On peut pas parler de tout le monde, et c'est peut-être un peu tard. Il y a un autre dont on doit absolument parler quand on parle de course au MVP. Et en plus, avec lui, il y a toujours des questions. C'est jamais comme les autres. C'est Mike James. Mike James, qui est le meilleur scoreur de la Roca Team, avec, vous le voyez, plus de 15 points par match, une évaluation autour des 15 points. Il a été All-Star. Il a été nommé une fois seulement au trophée des joueurs du mois, MVP des finales en 2024. Mais ça fait 4 saisons que Mike James est du côté de Monaco, est en championnat de France, et il n'a jamais été MVP du championnat de France, lui, le meilleur scoreur de l'histoire de l'Euroleague. C'est un petit peu tout le paradoxe du personnage aussi. Ouais, et ça met aussi en perspective ce que font les autres en championnat et en Euroleague. Ils arrivent à jouer pratiquement tous les matchs, à être sérieux sur tous les matchs et à avoir très peu de bas. Là où Mike James, en fait, depuis qu'il est arrivé, a toujours eu d'autres joueurs qui font des meilleures saisons. On pense à Victor il y a 2 ans, on pense à TJ Shorts l'année dernière, ou parce que le club de Monaco préférait le voir jouer en Euroleague plutôt qu'en championnat de France, d'où le fait qu'il ait 13 matchs, il a eu aussi des blessures en début de saison. Mike James, c'est un joueur hors norme, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire du championnat pour ceux qui veulent totalement s'enflammer, mais Mike James, c'est un caractère à part qu'on attend surtout dans les grands moments, et cette saison, il y a eu 2 moments importants à négocier, la Coupe de France et la Leaders Cup, et Monaco s'est fait sortir. Donc, le problème aussi de Mike James, c'est que qu'il soit MVP, pas MVP, je pense que c'est un petit peu secondaire. Il a été MVP des finales l'année dernière. On attend de lui qu'il soit pas que scoreur, qu'il soit leader. On voit qu'ils ont été beaucoup dans la gestion avec Mike James depuis qu'il arrive à Monaco, surtout sur le championnat de France. On voit que des fois, il a été reposé, les minutes aussi ont été diminuées. On sait que ça n'a jamais été l'objectif principal du championnat de France pour Monaco. Ils ont toujours tout misé pour essayer de gagner l'Euroleague. Voilà, depuis que Spanoulis est arrivé, on voit que lui, par contre, il veut tout remporter. Bon, c'est pas le cas, tu l'as dit, ils ont fait sortir. Finale, Leaders Cup, il a été très bon, Mike James, sur le tournoi. Il a été très bon sur toute la Leaders Cup. Ouais, sur toute la Leaders Cup. Au scoring, dans le jeu et dans l'attitude. On voyait qu'il avait envie, malheureusement, c'est pas passé. 1 mois plus tard, tu l'as dit, rebelote, Coupe de France contre Le Mans encore. Là, il a pas été bon, par contre, ils se font sortir. Et je trouve que ça fait tâche, en tout cas, pour être MVP, même si on parle de Betclic Elite. Voilà, c'est la saison régulière, etc. Mais bon. On a toujours un œil sur ce qui se passe à côté. Oui, voilà. On a un esprit ouvert. Voilà. On a une mémoire très ouverte. Alors, on n'a pas une mémoire sélective. Est-ce qu'il a le potentiel pour être MVP? Bien sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas... Ça sera jamais le débat avec Mike James de son potentiel. Il a été MVP de l'Euroleague, donc oui, forcément, il a le potentiel pour être MVP du championnat. La question que j'ai envie de vous poser, c'est on va revoir les stats, s'il te plaît, Tom, est-ce qu'il fait une saison de MVP? Non.
Bah, T'as le droit de le dire, mais c'est... Non, pour moi, non. Non, pas assez impliqué. Et il choisit trop ses matchs. Quand on compare TJ Short, Malédon, qui sont les deux, on va dire, en course avec lui, eux sont impliqués à 200% à tous les matchs. Mike James, on le voit quand on commente les matchs, quand on regarde. C'est pas non plus... Il choisit un peu ses matchs, ses moments. Il démarre parfois les matchs tranquillement. Quand il voit que c'est un peu chaud, il accélère. Moi, c'est pas ce que j'attends d'un MVP. J'attends d'un MVP qui soit irréprochable, qui réponde présent à tous les matchs. Et c'est pas le cas pour Mike James. je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a à la fois sa saison, on peut en discuter. Je pense pas qu'il... Tu peux Il fait une très bonne saison. Voilà, il fait une bonne saison, il y a rien à dire. Le problème, c'est qu'en face, t'as des mecs qui carburent tellement, qui sont tout le temps concernés, qui passent jamais à côté. Donc, moi, j'ai quand même envie de dire que si je devais faire un podium maintenant, Mike James serait mon 3e, sans aucun doute. Écoute, ça tombe bien, c'est à peu près ce qu'on a mis. On a mis pour l'instant TJ Short favori, Théo Malédon en 2e et donc Mike James en 3e. Après, il reste des matchs. Donc, rien n'est fait. Tu le rappelles, ça sera quand même au vote des journalistes et des joueurs. Donc, on suivra ça, à savoir si TJ Short peut enchaîner un 2e titre de MVP ou si Théo Malédon ou Mike James, sur les 6 derniers matchs qui restent de championnat, peuvent aller chercher ce titre de MVP. Ce serait beau de voir un Français, alors, depuis que le trophée a été unifié. Non, mais depuis que le trophée est unifié, avant on avait Français et étrangers, MVP français, il y a eu Victor, c'est quand même assez rare. C'est assez rare. Donc si Théo Malédon devait être amené à être élu, ce serait une sacrée prouesse. Il y a d'autres joueurs dont on veut parler. Alors, ils seront pas MVP, mais ils réalisent des saisons fantastiques. On va aller du côté du Mans avec Trevor Hodgins qui réalise une saison exceptionnelle à l'image du Mans et de son coach Guillaume Vizade. On en parlera tout à l'heure dans les coups de cœur de Thomas Laroukis. Plus de 16 points par match. C'est le 6e scoreur, 46% au tir. Une bonne évaluation. Le bilan très correct du Mans, seulement 6e. C'est un peu court pour être MVP. Et puis surtout, MVP de la Leaders Cup. Encore une fois, vainqueur du concours de tir à 3 points, mais sa Leaders Cup à Trevor Hodgins, on l'a tous en tête. Il rate un peu son quart de finale, il est arrivé. Demi-finale, il est exceptionnel. Ouais, une Leaders Cup exceptionnelle qui a marqué les esprits, surtout la victoire de sortir la grosse équipe de Monaco qui était clairement venue là pour l'emporter. C'est vrai que tu parles de bilan, il est un peu en retrait par rapport aux 3 en tout cas qu'on a mis sur le podium. Après, pour moi, la seule option que ce mec-là, il reste une possibilité qu'il soit MVP, ça serait qu'il gagne la Coupe de France et qu'il soit MVP de la Coupe de France. Je me dis quand même, tu gagnes 2 trophées dans la saison avec Le Mans et tu as 2 titres de MVP. Contre Paris en plus, contre Paris, ça veut dire que tu prives aussi TJ Short qui est en course contre toi d'un titre et potentiellement d'un titre de MVP. C'est quand même à prendre en compte. C'est pas rien, gagner 2 trophées de MVP dans la même saison avec l'équipe du Mans quand on sait qu'il y a 3 grosses équipes à côté. Bon, ça serait en tout cas à cogiter pour moi. Ce serait étonnant même s'il gagnait les 2, parce que c'est 2 compétitions. Mais je te rejoins, il se placerait en tout cas parmi les meilleurs joueurs du championnat. Peut-être qu'il serait MVP l'année prochaine avec Paris. Ouais, c'est une info que je vous lâche, comme si je l'avais. J'en ai aucune idée, j'ai juste lu les mêmes articles que vous, le mec. Ok, Wojnarowski. J'ai juste dit ça, bon, le Woj français. Sait-on jamais. Il y a un autre joueur dont on veut parler, c'est un peu plus à l'est du pays, c'est un peu plus dans la raquette, c'est Shevon Thompson du côté de Nancy qui enchaîne les grosses perfs, les grosses saisons. Là aussi, on est sur un bilan qui ne peut pas te permettre de prétendre être MVP, mais Shevon Thompson, il faut en parler quand même, c'est l'un des meilleurs pivots du championnat. Ouais, l'un des meilleurs, t'as raison, il est 2e à l'Eval, fort scoreur, fort rebondeur, depuis qu'il est à Nancy, il remplit toutes les cases, il continue de performer. C'est normal de le citer parce que sur son poste, en fait, on va dire hors les joueurs d'Euroleague qui ont pas forcément tous les mêmes ballons, etc. Et regarde tout le monde dans les yeux, si ce n'est, il est au-dessus. Donc, dans Shevon Thompson, il fait partie des mentions honorables, easy, sans aucun doute. T'as raison de le citer. All-Star en plus. All-Star, on va finir avec un autre pivot, un autre All-Star. Il est français cette fois-ci. Il est blessé en ce moment, mais c'est Bastien Vautier qui fait une saison monstrueuse. Et on voulait aussi récompenser ce garçon-là avec Cholet qui est d'abord un collectif. Qui est d'abord surtout un collectif. Et on a une vraie pensée pour eux parce que le match perdu en demi-finale de Coupe d'Europe, je l'étais devant mon écran, je sais pas comment vous avez fait pour le digérer. Moi, je l'ai toujours pas digéré, en tout cas, personnellement. Dites-nous dans les commentaires quel est votre MVP de cette saison 2024-2025 et surtout, dites-nous pourquoi. C'est intéressant pour nous de pouvoir échanger. Et puis, on peut pas ne pas parler de Nadir Ifi. Alors, Nadir Ifi, meilleur scoreur, évidemment, du championnat de France, quasiment 15 dévals. Le bilan, c'est le même que celui de TJ Short et pour cause, MVP du mois de novembre. Mais Nadir Ifi ne pourra pas être MVP. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le meilleur joueur de son équipe. On n'a jamais vu un joueur être MVP alors que ce n'est pas le meilleur joueur et le leader de son équipe. Non, mais ça a du sens de le citer quand même. Évidemment. L'année dernière, il faisait déjà partie du meilleur 5 de la saison. On imagine qu'il le sera. Être meilleur scoreur à plus de 18 points par match, en sortie de banc, avec un temps de jeu dans les 20 minutes, c'est quand même une prouesse qui est en train de réussir le jeune joueur français de 22 ans.
C'est un joueur hors norme, on connaît toutes ses qualités, pourcentage dingue, jeu à très haut risque mais qui reste efficace dans le style de jeu du Paris Basketball, passé pas loin d'un triple-double dans un match avec beaucoup d'écart face au BCM, mais c'est quand même des choses qui reste dans la mémoire de tout le monde et des votants. C'est un joueur ultra populaire, c'est un joueur qu'on adore tous. Je sais pas s'il restera longtemps dans notre championnat, on verra ce qui se passera dans sa carrière. C'est possible. C'est pas impossible, mais voilà, il sera amené, s'il reste dans le championnat de France, à pourquoi pas un jour gagner le titre de MVP. Il a toutes les qualités pour. En tout cas, ça sera pas pour cette année, mais on se devait quand même, au vu de sa saison et de ses statistiques, parler évidemment de Nadir Hiffi, qu'on adore regarder jouer tous les week-ends sur DAZN. Un autre joueur qu'on adore regarder, c'est Nolan Traoré. Alors, c'est pas pour être MVP, il est encore un peu jeune, notre ami Nolan Traoré, mais c'est Tom Servino qui nous en parle dans son prospectus. Nolan Traoré est le plus grand prospect du championnat de France, annoncé haut dans les mock drafts NBA et déjà international français à seulement 18 ans. Allez, aujourd'hui, on se penche sur la fusée Nolan. En 2006, Christopher Nolan sortait Le Prestige au cinéma qui mettait en scène deux magiciens. La même année, Nolan Traoré naissait lui aussi avec quelques aptitudes de magicien. Il grandit dans une famille de basketteurs et se tire la bourre très tôt avec son frère Armel Traoré, qui jouait il n'y a pas si longtemps avec LeBron. De Geneviève jusqu'au Pôle France, en passant par Saint-Maur ou encore Charenton, la vie est toujours unanime. Ce gamin a un truc de spécial. Elle a quelque chose de spécial. Et il y a un club en Betclic Elite qui le sent bien, c'est Saint-Quentin, qui va le signer pour la fin de saison 2024 en tant que pigiste médical. Nolan Traoré découvre l'élite à seulement 17 ans et va déjà montrer toutes ses qualités. Il inscrit le record de points pour un joueur de moins de 18 ans contre Chalon avec 25 points durant le match. Il est trop rapide avec l'un des meilleurs drives du championnat et c'est aussi un mec qui gère le jeu comme s'il avait 10 ans de plus. La hype monte et elle va se confirmer lors de l'Adidas Next Generation Tournament qui réunit les meilleurs prospects européens. En demi-finale, il va prendre feu face au FC Barcelone en plantant 45 points et 9 passes décisives pour qualifier son équipe en finale. Le meneur français est dans les radars du basket européen, mais pas que, son nom commence à apparaître dans les mock drafts NBA. C'est désormais Le Monde qui s'intéresse à Nolan Traoré. Cette saison, le phénomène est devenu un titulaire indiscutable. Et si les débuts ont été plus compliqués, Nolan semble avoir trouvé son rythme en 2025 et cette saison, il en a même profité pour honorer ses premières sélections avec l'équipe de France. Une chose est sûre, profitons de lui parce qu'il devrait bientôt rejoindre la NBA. Allez, branchez-vous sur Nolan puisque la séance ne fait que commencer. Elle est bonne, cette deuxième partie de saison de Nolan Traoré. Tom l'a dit dans son prospectus. Il y a eu des débuts un petit peu compliqués. Il y a eu des matchs face à des grosses écuries où il a souffert. Mais là, depuis mi-janvier, depuis le début de l'année même, on l'a vu aussi avec la Leaders Cup, il va mieux. Nolan Traoré, il a enfin digéré toute cette attente autour de lui. Ouais, il y a un peu de ça. En fait, il gagne en maturité au fil de cette saison, ce qui est normal pour un très jeune joueur. Il y a eu beaucoup d'attentes après Zachary Zaché, Alex Sarr et Victor Wembanyama et Bilal Koulibaly aussi, où on se disait est-ce que c'est lui peut-être qui sera le troisième français à être numéro 1 de draft cette année. Finalement, non, il est un petit peu retombé. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage aussi. Son but, c'est d'être au mieux au moment de la draft et au moment de ses premiers pas en NBA lors de la Summer League de cet été. Donc voilà, il est sur le bon chemin, il est dans le bon club, il est avec le bon coach, où on lui a laissé du temps, où il y a beaucoup de matchs. Donc beaucoup de matchs, ça veut dire des matchs pour être très fort et d'autres où faut digérer assez rapidement des contre-perfs. Je trouve que Nolan progresse et ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, je pense qu'il a changé son état d'esprit comparé au début de saison. Il s'était mis beaucoup de pression. C'est vrai qu'on parlait quand même de lui en numéro 1 draft, après sa perf, surtout ses playoffs contre l'Asvel la saison dernière. Et petit à petit, je pense qu'il était beaucoup dans le scoring en début. Et là, maintenant, je le vois plus dans la gestion de l'équipe. Ses choix sont meilleurs. Il shoot un peu moins à 3 points. Il essaie en tout cas de prendre les bonnes décisions sur chaque action. Et moi, j'aime bien en tout cas cette évolution. Maintenant, il y a les playoffs qui vont arriver.
Voilà, si Saint-Quentin se qualifie, c'est aussi là qu'on découvre parfois les grands joueurs. C'est là qu'il faut faire des grosses performances. Donc, hâte de voir aussi ce qu'il va donner en play-off. Saint-Quentin qui est à la lutte, évidemment, pour être direct dans le top 6 et pouvoir être qualifié directement en quart de finale et éviter le play-in. Mais ça va se jouer jusqu'à la fin. On le rappelle, il reste 6 matchs et évidemment, on aura toujours un œil averti sur les performances et les sorties de Nolan Traoré. Là aussi, on a un œil averti puisque c'est le moment de la palette de Thomas. On a assez peu parlé de Bourg-en-Bresse cette saison, il faut le dire, avec nos amis qui ont joué l'Eurocup, qui sont sortis un petit peu du top 4 parce que Cholet a pris un petit peu leur place. Donc, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de parler de Bourg-en-Bresse ce mois-ci, Thomas. Et du coup, c'est Joël Ayayi qui nous a poussé à parler un petit peu de Bourg-en-Bresse puisque Joël Ayayi a réalisé un mois de mars de très très haut niveau. Il a même été nommé pour être MVP du mois de mars. Ça a été Théo Malédon. Mais Joël Ayayi, vous le voyez, en mars, c'est 13 points par match, 8,2 rebonds, 4,3 passes et des bons pourcentages. Clairement. C'est la famille, Joël, de toute manière. C'est un gars qu'on apprécie, qu'on suit depuis longtemps. L'ancien joueur des Lakers, c'est un joueur all-around. Et c'est ce qu'on va essayer d'étudier ensemble en palette. On y va tout de suite. 4 actions pour tous ceux qui ont l'habitude de nous voir, bien sûr. Vous savez qu'on essaie de parler et d'analyser des actions différentes. Et on va commencer par sa qualité de passe sur pick and roll. Hein, bien sûr. Eh oui, bon tonton, ça. Bon Thomas. On y va tout de suite, donc, avec ce pick and roll en tête de raquette. On est face à La Rochelle dans le tout début du match. Il est balle en main et il aime être balle en main. C'est un vrai arrière qui est capable de jouer meneur. Notre ami Joël Ayayi. On va suivre donc les différents déplacements. La défense est très très basse. Il y a peut-être un tir ouvert. Mais là, Joël, dans ce début de match, va décider d'être agressif vers le panier et de provoquer des différences à droite, à gauche. Un bon écran là, bien posé. Ça donne derrière une aide. Il y a peut-être un tir drop, un petit tir à mi-distance à aller chercher. Mais dans ces cas-là, un bon pick and roll, c'est une bonne passe à faire à son pivot. Il arrive à bien mettre son défenseur face à lui. Énorme dunk de Kevin Kokila. Ça, c'est une belle action d'école, comme on dit, Thomas. On voit le système pour libérer de l'espace pick and roll central. Ensuite, il prend son temps, il est dans la lecture, tu l'as dit. Il peut shooter, il peut faire un petit flotteur. Il voit finalement au dernier moment que son intérieur est ouvert. Il fait la passe. Bonne gestion, en tout cas, c'est ce qu'on lui demande. C'est un gars qui aime faire des passes. Voilà, après Joël, c'est un pass first. On le sait, Joël Ayayi, depuis qu'il est revenu en France, on l'a vu avec Nanterre l'année dernière aussi, c'est quelqu'un qui va toujours d'abord chercher la passe avant le tir. Ça peut frustrer certains, ça peut récompenser les intérieurs. Voilà, le tout, c'est toujours trouver le bon équilibre. Il semble avoir trouvé au mois de mars. Ce qui est bien, c'est qu'au mois de mars, il a mis 13 points par match, donc il y aura 2-3 actions, il met des gros tirs. Allez, on y retourne pour la deuxième action de cette petite palettasse. On va suivre donc Joël Ayayi. L'agressivité, on va quand même continuer avec des passes D. Celle-là, elle est magnifique. C'est toujours face au stade Rochelet. Allez, on y retourne, et toujours pour le même, d'ailleurs, vous avez remarqué. On va suivre ce système là, proposé par Freddy Fotoux avec du démarquage off-ball, un bon flex des familles. Je pose un écran, je récupère. Ah voilà, c'est flexos. Hein. Je pose un écran, j'ai une remontée qui va me donner, pourquoi pas, un tir ouvert. Tout son meneur de jeu va lui faire la passe dans le bon timing, et on va voir que Joël Ayayi, encore une fois, avec Kokila, va décider de jouer le pick and roll dans l'axe pour essayer de provoquer des décalages. Regardez la réaction de la défense, parce que c'est l'action juste précédente à ce qu'on a vu tout à l'heure. Son défenseur arrive à revenir assez rapidement. Il y a peut-être un endroit où il y a du drive, mais il y aura le pivot qui va venir au contre. Ça va nous donner donc, pour Joël Ayayi, cette magnifique passe, puisque Kokila le suit bien. Ça, c'est les passes D qu'on adore, Thomas Larokis. Ouais, forcément, quand il sort de l'écran là sur le système, il voit qu'il a l'avance, il peut shooter, mais il prend pas le shoot. Il voit aussi que le défenseur de Kokila est très très bas, donc il sait qu'il a un intervalle à prendre. Et là, tout en gestion, il essaye d'aller au bout, mais il voit que les deux joueurs viennent sur lui. Hop, petite passe derrière le dos, il régale. Et voilà, il régale. On a parlé de Joël Ayayi pass first, et je vous propose Joël Ayayi qui met des TGE. Ça nous régale aussi. Regardez, cette fois-ci, c'est face à Bourg-en-Bresse. Brennan Jefferson, donc son meneur de jeu, on va suivre l'action jusqu'au bout. Eh oui, Joël. Et alors, Joël, tes jeux, énorme filoche, on apprécie. On y retourne sur cette action d'école une nouvelle fois. On le suit, il est loin du ballon. Il est dans l'aile là-bas. Jean-Marc Pansa et donc Brendan Jefferson vont jouer ce pick and roll assez haut. On est sur du 2 contre 2 basique. Mais regardez, hop, le bon déplacement, parce que son défenseur va redescendre. Il y a Jean-Marc Pansa donc qui va jouer, qui va aiguiller le jeu comme ça à l'opposé.
Et on sait tous les qualités de Joel Ayayi, qui sont plutôt vers le drive ou vers la passe. Mais à partir du moment où vous passez en dessous, ce que vous disent toujours les coachs, c'est qu'on doit oser et prendre ce type de tir-là. Surtout le sien de coach. Hein. Surtout Freddy, t'as raison. Ça donne une énorme filoche avec beaucoup de confiance, Erwan. Moi, ce que je vois surtout sur ces 3 actions-là, c'est qu'il est en deuxième arrière et que derrière, il va créer en tant que deuxième arrière. On se souvient qu'en début de saison, il avait joué un petit peu plus meneur. Ça avait été un peu plus compliqué dans la mise en place. Sur un poste de deuxième arrière, toute sa qualité de création est mise en valeur. Et c'est vrai que là, ce travail de tir à 3 points, c'est d'abord un travail psychologique pour lui parce qu'il préfère passer ou driver. Mais il est capable de mettre. Et on sait que s'il est capable de faire ça, ben, ça peut devenir un autre joueur. Il profite aussi de l'absence de Castaneda, qui s'est blessé lors des fenêtres de février, malheureusement. Il ressemble un peu à Paul Lacombe, quand même, dans le profil. All-around, coupe sans ballon, jeu qui aime créer pour les autres. Couteau suisse qui va au rebond, qui fait des passes. C'est un peu ce profil-là. Mais tu vois, j'aime bien, c'est vrai, il a pas bien, c'est qu'avec toutes les blessures, parce qu'il n'y a pas eu que Castaneda, il y a eu un enchaînement de blessures côté Bourg-en-Bresse. J'ai step up, je montre, je fais un énorme mois de mars. Donc ça aussi, c'est bien dans les mentalités. Clairement. Bonne mentalité et bonne dernière action, j'espère, qu'on va regarder ensemble. On est face à Chalon-sur-Saône cette fois-ci dans un début de match. Et Erwan parlait de sa qualité de drive. Là, ça, c'est des tirs de haut niveau qu'on apprécie énormément. On y retourne donc, et toujours dans ce que tu disais, Erwan, sur cette qualité en tant que deuxième arrière, où il reçoit la balle, où on lui demande de créer, de jouer après avoir reçu une passe. C'est Kokila, une nouvelle fois, qui lui pose un écran. On est beaucoup sur pick and roll dans cette palette-là, sur sa main droite. Un peu de patience pour voir ce que va lui donner la défense. Et puis là, il va jouer le 1 contre 1. Dribble croisé, accélération sur la main gauche. Il y a Kokila qui essaie de lui faire le Gortat screen pour essayer de passer. On sent aussi son coéquipier qui sait qu'il aime faire des passes D et donc il lui propose cette petite coupe. Mais là, Joel, il tente un truc plutôt difficile. La feinte, turn around, shoot en fade away, tir de haut niveau, que tu apprécies toi aussi, Thomas. Ah ouais, shoot que j'apprécie, mais on voit, c'est vrai qu'il est quand même, sa première option, c'est quand même de faire la passe. C'est pas ce qu'on apprend en premier. Quand on drive, normalement, le but, c'est d'aller au panier et après, pourquoi pas trouver une passe si c'est fermé. Lui, là, sa première intention, c'est de trouver cette coupe. On voit le défenseur corner, là, enfin, ligne de fond qui essaie de couper. Il a rien. Il voit qu'il est pas trop respecté, que le défenseur le colle pas trop. Il se tourne. Petit fade away, très propre. J'espère quand même que son frère et sa sœur lui disent continue comme ça, Joël. On compte sur toi. Que ce soit, bah oui, t'as des enfants. Valériane ou Gérald lui disent frérot, on a envie que tu sois au mois d'avril, encore une fois, nommé. Mixte au JO, là. Ça serait lourd. La fratrie. Ça n'existe plus, je crois, le 3-3 mix. Non, ça n'existe plus. Dommage. C'est Letty Kamba, qu'on peut citer, qui a remporté champion du monde, hein, je sais plus. Qui a remporté des médailles pour la France. Sur la dernière action, il est défendu par Michael Stockton. C'est quoi le rapport entre les deux? Ils ont des frères et une famille qui jouent? Gonzaga. Bah oui. Ah, c'était ça. Ah ouais, ok, très bien. Ça marche. Ça marche aussi, non? Les deux marchent. Bon, allez, il y a un petit moment de flottement, vous l'avez senti. On va se lancer le top 10, c'est le moment parce qu'il y a un peu un flottement là, c'est n'importe quoi. Par Dominique Artis qui va pouvoir accélérer derrière et se louper totalement sur la contre-attaque. Quelle erreur de Dominique Artis. Oh, la passe dans le dos. Magnifique, la régalade derrière. Mohamed Diarra. Il va sortir. Alors qu'on voit. Rebond récupéré par Shevon Thompson. La passe pour David Oliver. Oh, le contre. Le contre de Brice Tesser. On peut patienter l'écran de Moté Younas. La passe dans le dos, magnifique pour Jared. Qualité, playmaker au poste. Donatas Moté Younas. Et Watson, ballon perdu. Yvan Fleurier qui est un peu tardé à la mettre à Zorix. Et le contre de Romain Daumont. Christophe Pratt qui prend en mort pour la dernière séquence. La Dirifi, culotté tout de suite pour aller se mettre en confiance. Secteur 4 tours, 4 de Thomas Corneli, 2 de Robin. 5 secondes, Léopold Cavalière, ligne de fond, ressort pour la Dirifi. Oh, c'est très compliqué ça. Et Paris atteint la barre des 100 points sur ce shoot phénoménal. Watson, le alley-oop à destination de Tejuanaji. Officie pour sa 5e saison avec le maillot d'ancien, regardez. 2 minutes à jouer.
Kyle Watson. Qui prend les choses en main, qui est débâché, attendu en haute altitude. Plus qu'une. Kyle Watson. C'est Trevor Udlin. Trevor Udlin, ça 3 points qui était scotché. Qui était scotché. Quel match, mes amis! Alors, de Colo, elle est dure celle-là. Et ils vont s'en sortir. Il va faire faute. Il va faire faute. On l'a vu lever! On est pas ici, hein! Alors ça va pas, certainement pas masquer. Okobo à l'opposé. Pour Blossom Game. Blossom Game! Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'il vient faire, Daron Blossom Game? On revoit justement un Céline Sacco là. Il s'est fait. Ouais. Oh là 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 là! L'attaque ligne de fond, l'attaque du close-out qui est très très bien faite. Et puis on va la revoir une deuxième fois parce que pour le plaisir des yeux. Bien juteux, hein, Blossom Game sur cette ligne de fond, ça nous a rappelé un petit peu Michael Jordan. Hein. Un peu, il y avait du Jojo dans ce dunk, hein, deux pieds de main, comme ça, tac, Neil Sacco, On y est, ça on y est, arrive. on y est. D'ailleurs, c'était un super match, hein, Monaco-Lasvel qui était allé s'imposer sur le parquet de Monaco. Allez, on va se regarder les affiches à ne pas rater ce week-end tout d'abord, parce que comme d'habitude, la Betclic Elite continue sur DAZN. Monaco qui va jouer Saint-Quentin, toujours intéressant de voir Nolan Traoré face à ce qui peut se faire de mieux en championnat de France. Bourg-en-Bresse qui reçoit Paris, ça va être encore les bonnes affiches qu'on aime. Et puis le Portel Lyon-Villeurbanne à 19h, ça sera Thomas et moi, ça sera dimanche, hein, ça, les deux premières affiches c'est samedi, et dimanche c'est Thomas et moi qui allons commenter le Portel Lyon-Villeurbanne, le Portel qui a lâché un match important face à Gravelines le week-end dernier et qui... Exploit, va falloir chercher un exploit dans le chaudron, écoute, on verra. Allez, on va faire un petit point sur le classement pour voir que c'est toujours les trois locomotives que sont Lasvel, Monaco et Paris qui sont en tête. Derrière, Cholet et Bourg-en-Bresse sont à l'affût. Le Mans, Nancy, Saint-Quentin, eux, sont à la lutte pour éviter le play-in et se qualifier directement en play-off. Et vous voyez que dans le fond du classement, La Rochelle est quasiment condamné. Le Portel aussi. Il va falloir se battre en tout cas et tenter de faire des exploits comme on vient de le dire, Limoges-Gravelines. Va falloir faire quand même attention. On va enchaîner avec les coups de cœur. Et je vais commencer moi directement, puisque on a vu dans le classement, Strasbourg s'est donné un petit peu d'air dans la lutte au maintien grâce à un beau copain. C'est Troy Copain qui est arrivé lors de la Leaders Cup et qui, en 5 matchs avec la SIG, affiche des stats plutôt très bonnes et surtout a permis à la SIG de gagner 3 des 4 derniers matchs. Et quand on est dans la lutte comme ça et dans quel état était la SIG, c'est plutôt un très bon coup d'être allé chercher ce joueur qui avait des stats plutôt anecdotiques en Espagne, mais qu'en tout cas, c'est bien trouvé en Alsace. Et Bravo il gagne des à la matchs avec SIG. Thomas Drouot aussi à la Ouais. tête de l'équipe. Hein, Thomas. Bravo à la SIG, bravo à Thomas Drouot et bravo à Troy Copain. Et moi, du coup, mon coup de cœur, ça toi, sera ton coup de cœur. Guillaume Vizade, le jeune coach du Mans qui vient d'arriver cette saison en Betclic Elite, lui qui commence à avoir un petit palmarès assez fourni, ouais. double champion d'Europe avec l'équipe de France moins de 20 2022-2023. Vainqueur de la Leaders Cup la saison dernière en Pro B avec Vichy Clermont. Cette année, vainqueur de la Leaders Cup avec Le Mans. Toujours en course pour la finale de la Coupe de France. Voilà, c'est un coach qui régale, jeune coach de un peu cette nouvelle génération, en espérant que ça soit, je pensais à ça, un des premiers à s'exporter dans une équipe d'Euroleague. Voilà, on sait que c'est jamais arrivé, il me semble, hein, qu'un coach Dans français... l'Euroleague moderne, ça... Dans l'Euroleague moderne en tout cas, et ça serait bien en tout cas pour le basket français, mais c'est un mec qui a un coaching moderne et qui nous fait plaisir. Bah, tu parles de coaching moderne. Cette semaine, en tout cas, si vous avez suivi un petit peu tous les matchs de Betclic Elite sur DAZN, il y avait un mic up sur Guillaume Vizade et ça donnait ça. Ok. Voilà. Boum. Allez, defense! Defense! Listen. They go double under. So screen, rescreen. On les a les points. On les a les points. Hein. On y est on est au rebond, on y est au lancer fort. Il manque 20 points. Hey, 2 tirs, 1 against 0. Yo, come on. I need defense. Abdou, Trevor, we too low in defense.
Voilà, bravo à DAZN pour cette brillante idée d'avoir mis des micros sur un coach. C'est toujours intéressant de pouvoir voir comment un coach communique avec ses joueurs. Thomas, ton coup de cœur? Moi, mon coup de cœur, il est féminin cette semaine, puisque on a appris... mais bien sûr, je suis là pour soutenir mes gossures. On arrive au dénouement de l'Euroleague féminine, on en parlera dans quelques instants, mais on a surtout appris que sur le podium des MVP de cette saison d'Euroleague, on avait 2 Françaises. Iliana Rupert d'un côté, et puis Gabby Williams au Fener, qui a priori devrait être 2 et 3e, puisqu'Emma Messman est double tenant du titre et juste imbattable lorsqu'il s'agit de faire des stats. Mais de voir nos Françaises, Iliana qui est encore un petit peu blessée, et Gabby Williams qui elle aussi est parmi les meilleures défenseuses du championnat, ça me fait dire quand même qu'on va se régaler à partir de demain avec le Final Six qui va se dérouler en Espagne à Saragosse, puisque cette compétition, l'Euroleague féminine, finit sur un Final Six un peu chelou, mais qu'on va pouvoir suivre ensemble sur DAZN. Voilà. Exactement, il y aura une équipe française, c'est Bourges qui jouera son quart de finale face à Mersin, et puis il y aura plein d'autres françaises. Regardez, c'est Chloé qui vous raconte ça. Les 6 meilleures équipes d'Europe se disputent le titre suprême. Bourges peut-il renouer avec son glorieux passé? Quelle star tricolore remportera le trophée? Le Final Six de l'Euroleague féminine à l'accent français, à suivre gratuitement sur DAZN. Les quarts de finale mercredi, les demi-finales vendredi et la finale et le match pour la 3e place aussi. Donc dimanche. Il y a toutes nos filles d'équipe de France sont là. Elles sont toutes là. Il y en a beaucoup. Vous avez vu Marine, Valériane, elles sont toutes là. Là, il y a sa Total Mariem Badiane, ça va être fantastique. Valérie Garnier, quand même, coach du Fener, qui elle aussi est en lice pour être coach de l'année. Bref, ça va être très très cool. Et on soutient comme toujours Bourges, les équipes françaises. On va espérer qu'elle aille loin cette équipe dans ce Final Six. Bravo messieurs, vous avez été très bons. Ouais, j'ai l'impression aussi. Voilà, c'est le moment de se quitter. Mais pour ce qui est du LNB Club et donc de la Betclic Elite, on se retrouve dimanche à midi pour l'interview de Théo Mallet. Donc on va aller voir hop là je finis l'émission, je vais prendre le train pour aller voir Théo, lui poser plein de questions. Marquez dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'émission. Nous on se retrouve dans un mois pour reparler de la dernière ligne droite de saison régulière de Betclic Elite. Merci à tous. Merci à tout le monde en régie et on se retrouve très vite. Ciao.